Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs. Partagez cette vidéo au maximum. Nous allons ensemble analyser la sortie de M. Charles Bleu Goudé qui fait des révélations sur Nadi Bamba. À notre grande surprise, nous avons attendu le nom de quelqu'un qui va nous intéresser ce soir. Il s'agit de Guillaume Kibafori Soro. Donc partagez la vidéo, chers frères et sœurs. Faites en sorte que cette vidéo arrive à tous les soroïstes, à tous ces petits groupes de menteurs, de manipulateurs. Chers frères et sœurs, je vous demande, partagez cette vidéo et vous aurez ce soir un petit cadeau. Quelqu'un qui a décidé de participer à cette émission, qui n'est pas d'ailleurs un inconnu, que vous le connaissez déjà. Il s'agit de Kader Sanogo. Kader Ousmane Sanogo, qui a fait le grand déballage au Burkina Faso, où il avait parlé de la traîtrise de Guillaume Kibafori Soro. Donc, si vous partagez au maximum, Kader serait là. Oui, je le dis haut et fort. Vous n'êtes pas censé ignorer que j'ai commencé mes activités d'activiste lorsque ce traître, ce vendu de Guillaume Soro n'a pas eu ce qu'il voulait et qu'il a tenté de renverser le président de la République et ça n'a pas marché et qu'il a mis en place un groupe de menteurs et de manipulateurs qui, bien évidemment, ont nié leur propre combat, leur engagement et qui ont trahi le peuple du Nord, qui ont trahi nos parents. Depuis ce jour, j'ai décidé de prendre la parole et jusqu'à aujourd'hui, je deviens activiste bénévole du parti. Défendre mon père qui est innocent dans tout ça. Parce que un opportuniste, un parvenu, un parachuté, un carriériste, un menteur comme Guillaume Soro voulait coûte que coûte le pouvoir, donc il était obligé de manger à tous les ateliers. Signer des deals contre nature, coûte que coûte, parce que lui, il voulait faussement le pouvoir. Donc partagez, chers frères et sœurs, nous allons commencer ensemble. Partagez, je vous demande de mettre des cœurs, parce qu'aujourd'hui, on va réveiller tous les sous-crocs. On va réveiller tous les anciens cadavres. Oui, je salue ici le président du COJEP suite aux révélations faites sur Nadi Bamba et Guillaume Kibafori Soro. Je salue aussi également ma grande sœur Nadi Bamba, Bamba Mousso Waraba, Walié Douaoudé. Je profite également pour saluer le beau des beaux, M. Abou Silla, l'homme à la grosse chemise. Salutations à toi. Bientôt, tu vas t'appeler Vasriki Bamba, alias Fasruku, le directeur de campagne du RHDP. Merci beaucoup à toi, M. Laurent Gbagbo, depuis votre position respective. Donc, partagez la vidéo, chers frères et sœurs. Nous allons commencer ensemble. Ça, c'est mon introduction, puisque l'introduction aussi serait avec la vidéo de Charles Bleu Goudé. Donc, je vous demande de partager au maximum, mettez les cœurs et tapotez. Savez, vous me connaissez. Lorsqu'il y a ce genre de sujets, je ne me mets pas sur la toile pour donner mes ressentis comme les wow-wow de Guillaume Soro et de M. Laurent Gbagbo. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai écouté un perdu qui allait dans tous les sens, sans faire aucune analyse de la sortie de Bleu Goudé. Et j'ai écouté monsieur, comment on l'appelle là même là, Konaté Navigué. Konaté Navigué, demain là, je suis avec toi. Faut même pas te presser. On m'appelle la tour de contrôle. Oui, du RHDP. Militant RTR depuis les années 97-98 et aujourd'hui activiste bénévole RHDP. Toi seulement, je m'en voulais à toi. Faut même pas te presser. Donc partagez.
J'aimerais également saluer M. Daouda Coulibaly, Daouda Sa Majesté. Ton maudit en tant que petit Sénéfo, tu me dois un poulet. Parce que hier, j'ai pas dormi vite à cause de toi. Je t'ai écouté sur le panel des KGB. Franchement, Daouda, j'ai été fier de toi parce qu'ils t'ont embrouillé, ils t'ont emmerdé quand tu étais en face de ce mythomane de Kader Diarra-Souba, un gros menteur. Kader Diarra-Souba est un mythomane. C'est-à-dire que, franchement, ce qui m'a énervé dans le débat, ils t'ont pas écouté. Bon, c'est ça, hein, chez les soroïstes, là, c'est comme ça. Hein. Voilà, quand ils mettent leur panel, il y a une qui se joue les intellectuels là-bas qui se fait appeler Étoile. Non, là, aime-moi même plus que Guillaume Soro. Que des mythomanes. Ils t'ont embrouillé jusqu'à... Puis tu es parti. Bon, c'est pas grave. C'est bien fait pour toi aussi. Quand on est sénéfo, c'est ça. Sénéfo là, faut être le con là. Faut être le con là. Faut dans le meilleur. Donc Daouda, salutations à toi. Tu me dois un poulet. Parce que je suis resté de 3h du matin jusqu'à 5h du matin. Donc aussi c'est au Ikou Salali. Attends, faut Daouda nyana, Dada nyana. On faut la langue Dada, on faut la Daouda. On faut le Dada. Donc partagez la vidéo, chers frères et sœurs. On va commencer rapidement sans perdre de temps. Voilà, on va mettre le pied dans le plat. Nous allons ensemble analyser le discours de Charles Blé Goudé suite aux révélations qu'il a fait face à la caméra de Ali Diarra-Souba. Et donc, on va faire une analyse très pointue ce soir. Et on va voir si Guillaume Kibafori Soro est crédible. Et je vous rappelle, vous les soroïstes, quand j'ai écouté vos Diarra-Souba, automatiquement je me suis rappelé des messages que l'un des proches de IB m'avait envoyé à l'époque. Il disait dans ce message, là dit, sois tranquille. Guillaume Soro a été maudit par Ibrahim Coulibaly. Je répète encore, Guillaume Soro a été maudit par Ibrahim Coulibaly. Et que Ibrahim Coulibaly a maudit Guillaume en disant que Guillaume va finir sa vie en exil. Voilà ce que la personne m'a dit. Et quand je regarde le parcours de Guillaume Soro et que je le vois aujourd'hui dans les pays de l'AES, je me dis que le monsieur n'a pas tort. Puisque Guillaume Soro, en 2020, avait juré que si lui, il devenait président en 2020 et qu'il allait apporter la paix et la sécurité, que Dieu lui donne le pouvoir. Mais si Dieu lui donne le pouvoir et que ses parents vont souffrir, il ne pourra pas réconcilier les Ivoiriens et que Dieu ne lui donne pas le pouvoir. Dieu même n'a même pas laissé Guillaume Soro terminer ses phrases. Il est sorti de lui-même, de son propre chef, de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore mis les pieds. Guillaume Soro nous a informé qu'il allait aux funérailles du père de Tshisekedi. Jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Donc, Kader Diarra-Souba, ça c'est pour vous. Moi, je pense que toi, personne ne te cherche. Toi et mon cousin Chara Fofana, personne ne vous cherche. Vous suivez un maudit, un perdu. Donc, chers frères et sœurs, sans tarder, on va rentrer dans le sujet. Après les salutations de ce soir, ma vidéo de ce soir va se porter sur la sortie télévisée de M. Charles Blé Goudé sur NCI. Lors de cette émission, M. Charles Blé Goudé a fini par faire les révélations sur la nature de ses litiges avec l'ex-président, le président Laurent Gbagbo. Quand j'ai fini d'écouter l'interview de M. Charles Blé Goudé, j'ai été habité par deux sentiments, par deux sensations. Sensation de honte et sensation de dégoût. Quand j'ai fini d'écouter la vidéo de Charles Blé Goudé, j'ai été animé par deux sensations. Sensation de honte et de dégoût. Parce que mon pays, la Côte d'Ivoire, le pays du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, était dirigé par un incapable, par un bras cassé, pied cassé, par un incapable président qui passait son temps à régler les problèmes de fesses. Il a passé tout son temps à régler les problèmes de fesses et de culottes, au lieu de régler le problème de la République.
Vraiment, j'ai honte. Et c'est pourquoi il dit que ce monsieur est venu accidentellement au pouvoir. Quelqu'un qui a passé tout son temps à régler les problèmes des fesses et des culottes jusqu'à ce que une rébellion. Maintenant, je comprends maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire a été frappée par une rébellion. Je comprends maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire a accueilli les déchets toxiques. Je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire était classée dernier parmi les pays en Afrique. Le siège du Front populaire ivoirien, le siège du Front populaire ivoirien, le FPI, appartenait à une maîtresse, c'est-à-dire la maîtresse de Gbagbo. Vous n'avez pas honte là, vous là? Est-ce que vous imaginez même la gravité même de ce problème? Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire que le parti au pouvoir, qui était le FPI, le siège appartenait à la maîtresse de Gbagbo. Vous devez la fermer, vous les pro-Gbagbo. Fermez-la. Vous n'avez pas honte. Et vous là, vous nous traitez de moutons. Alassane Ouattara avait raison quand il dit que le chien aboie et la caravane passe. Comment quelqu'un qui a dirigé un pays et il a passé son temps à régler les problèmes des culottes et des fesses, et que le siège du parti, c'est-à-dire le parti au pouvoir, appartenait à sa maîtresse. Notons qu'au passage, de 2000 en 2010, le Front populaire était le parti politique qui était au pouvoir. Et le siège de ce parti n'appartenait pas à ce parti politique. Vous n'avez pas honte. Mais plutôt, le siège était la propriété privée d'une maîtresse. Et vous là, vous osez nous parler. C'est-à-dire que le siège du parti au pouvoir appartenait à une maîtresse. Et vous êtes choqués, étonnés qu'une rébellion vienne frapper nos pays. Les déchets toxiques et autres. Vous n'avez pas honte. C'est pas possible. C'est-à-dire le siège où se tenaient les réunions du parti. Le siège où venait s'asseoir la femme légale et légitime, c'est-à-dire Mme Simone Yves Gbagbo, pour faire les réunions. Ce siège-là appartenait à la maîtresse de Gbagbo. Eh Gbagbo, tu n'as pas honte un peu? Tu n'as pas honte? C'est-à-dire que toi, tu es au pouvoir. La première dame, qui est la dame légale, légitime, lorsqu'elle se rend au siège pour aller faire les réunions du parti ou ce qui engage la nation, déjà c'est dans le siège de toi, ta maîtresse. Vraiment, ça fait honte. Et j'ai eu très mal. Mon pays, j'ai eu très mal pour mon pays. Et pour les Ivoiriens. Et puis, la maîtresse avait le droit de décider sur la vie de la nation. Cette maîtresse, c'est quelque chose qui n'a même pas encore légalisé. Elle avait le droit de décision sur la vie de la nation. Et elle a fait convoquer Charles Blé Goudé devant Soro Guillaume et l'ex-président Laurent Gbagbo et lui demander de se mettre à genoux pour demander pardon à Guillaume Soro, parce que Charles Blé Goudé a exigé le désarmement avant les élections présidentielles de 2010. Et suite à ces élections de 2010, sans désarmement, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec plus de 3000 morts. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation, du discours que Charles Blé Goudé vient de révéler? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce discours? 3000 morts. C'est vrai que la déclaration de M. Charles Blé Goudé m'a choqué, mais par respect pour M. Gbagbo, je ne vais pas m'attarder sur sa vie privée. Même si cette vie privée a eu des impacts négatifs sur la vie des Ivoiriens et des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, je vais plutôt accentuer mon direct sur les parties où M. Charles Blé Goudé parle de Guillaume Soro et de Nadi Bamba et de Siriki Konaté et de l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo. Maintenant, en attendant, avant de passer à mon développement et au sujet de Guillaume Soro, on va écouter les révélations de M. Charles Blé Goudé sur cette affaire du siège du FPI qui m'a choqué. Le siège du FPI, parti politique au pouvoir, où se tenaient les réunions des cadres
du FPI pour prendre les grandes décisions. Et ce siège était la propriété privée de la maîtresse de M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est trop foutaise. Foutaise accompagnée de fougnières et de moqueries. J'ai dit, je ne serai pas doux avec vous. Alors, on va écouter les révélations de Charles Blé Goudé. Prenez vos tabourets, prenez vos chewing-gums et on va aller loin dans ce développement. Alors, c'est parti, on écoute. J'ai dit, tapez fort. Hein? Moi, j'adore les sujets comme ça. Voilà. Les vrais sujets comme ça, j'adore ça. On écoute Charles Blé Goudé et maintenant, on partage avant la révélation. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Partagez. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame. » Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. Devant moi, il a dit « tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me dise pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette proposition. Ça, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Partage ma grande soeur. Tapotez les gars. Tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous oppose dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, moi, je suis COGEP. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis dessus avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc un... Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo.
plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? C'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est ça que vous voulez que je parle ici? Venez-vous me mettre en mission? Il dit oui. Afi Nguessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites ça ma part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi, décide de non, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit ok. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi maintenant au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à Afi Nguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. Charles Blegout. Merci beaucoup. Merci à M. Charles Blegoudé. Clair et limpide. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai honte que le parti au pouvoir, qui était le FPI, avait pour siège
C'est-à-dire que le siège là appartenait à leur maîtresse. Je comprends pourquoi le premier gouvernement de Laurent Gbagbo a été formé dans des toilettes. Je comprends pourquoi l'arrivée des déchets toxiques. Je comprends maintenant pourquoi tous ces conneries sont arrivées dans mon pays. Franchement, j'ai honte. J'ai honte. J'ai trop honte. Le siège du FPI appartient à une maîtresse. Non, il faut que je pisse encore. Écoutez, il faut que je pisse cette partie. Maman, vous faites ça ma part. Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi. Décide de non, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Point. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Qui était Nadi Bamba à cette époque? La maîtresse de Laurent Gbagbo. Gbagbo, tu n'as pas honte? Vraiment, j'ai honte et j'ai pitié. Vous les panafricains qui nous écoutez, vous les gors égarés, perdus, c'est-à-dire que le parti au pouvoir qui gérait tout dans notre République, le siège où on partait prendre des décisions pour le parti politique et ce qui est pour la nation ivoirienne, où la première dame, Simone Yves Gbagbo, allait s'asseoir pour faire des réunions de leur parti. Déjà, c'est la maîtresse de Laurent Gbagbo. Et vous, là, vous voulez quelle onction de Dieu? Mais j'ai honte et je suis choqué. Mais monsieur Laurent Gbagbo, comment Dieu peut vous donner le pouvoir encore? Comment Dieu peut vous donner le pouvoir diantre? C'est-à-dire que le siège de leur parti, le parti au pouvoir, appartient à la maîtresse de Gbagbo, à Nyamoro Mousso. C'est-à-dire que Gbagbo, Nyamoro Mousso, a été allé si là, jamais ta décision, minute, t'attends, ou tu es là, c'est-à-dire président Gouta Mousso, et Mousso me vu, jamais Nyana, jamais Bédje, ici, à Nyamoro Mousso, ta bon là, quand t'as jamais décision taille. Mais, mine Béala, non, faut être Béala, non. Voilà l'arrivée des déchets toxiques. Voici l'arrivée de toutes ces bêtises, toutes ces conneries. Nadi, faut donner assez de dans ces diamants là. Il faut le raser même. Il dit le bardo qu'on a attrissé. Abani ainsi, le conseil évangélique qu'il fait. Il refuse de prier. Nadi, grande soeur, après il faut raser tête de Moro là. Tu lui mets un chapeau et un poupou et tu l'envoies à la mosquée. On lui donne un nom comme ça. Qui est Kanyamoya Oukete? La dictée. C'est-à-dire que où on prend les décisions du pays, la Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire. Et on comprend pourquoi les Mali étaient avant nous. Mali, pays qui est rempli de poussière, où il n'y a même pas de bus dans leur capitale, était avant nous lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir. Mais c'est parce qu'on partait prendre les décisions dans la maison, c'est-à-dire dans la maison de la maîtresse de Laurent Gbagbo. Mali est le seul pays, c'est-à-dire la capitale Bamako, il n'y a pas de bus. Eux, ils étaient avant nous quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Grand soeur, pardon, à cause de Dieu. Après mon émission là, il faut le raser, il va devenir musulman. Il n'a qu'à devenir musulman, c'est fini. On a déjà trouvé son nom. Boaké Sétien, à Port-le-Goué. C'est son nom qui est là, Boaké Sétien, Abou Palab. Vous n'avez pas honte et vous là, vous osez nous parler, vous les gens du PPACI, vous devez avoir honte, vous devez vous cacher, vous devez la fermer à jamais. Vous devez fermer vos caquets et la fermer à jamais. Ça, c'est une malédiction. Je suis ta maîtresse. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Écoutez, bis encore. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu.
demandé à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Fimata au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. J'ai dit à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison a été électrosodée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo. Chers militants de PPACI, SFPI, ce qui vous sert des sièges aujourd'hui, c'est la maison de la maîtresse de Laurent Gbagbo. J'ai honte. Je vais continuer, je ne vais pas m'attarder sur ça. Quand je viens, comme je vous le disais dans mon introduction, en réponse à la question du journaliste Ali Diarasouba sur les vraies raisons de la désunion entre lui et son mentor, M. Chablé Goudé, nous a informé que c'est Nadi Bamba qui met le blocage entre lui et son mentor, Laurent Gbagbo. On va écouter ça rapidement avant d'arriver sur nos clients. Nos clients ce soir, c'est Guillaume Soro. On écoute Chablé Goudé qui nous donne les raisons pourquoi il y a ce blocage entre lui et son mentor. C'est pas la gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je sais des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou à La Haye. Ali Diarasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui ai dit de me faire une commission que voici. Et les Yvonne ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes. Ou bien, on t'a vraiment envoyé. Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on peut passer par là aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, Blé Goudé nous dit ici comment est-ce que Nadi Bamba les a mis les bâtons dans les roues. Et c'est toujours dans sa logique d'explication sur le fait que Nadi Bamba avait toujours été celle qui lui mettait les bâtons dans les roues. Que Chablé Goudé explique en 2019. Il dit qu'en 2009, il avait été convoqué au domicile de Nadi Bamba juste parce qu'il avait demandé aux forces nouvelles de Guillaume Soro de désarmer. Et cette convocation, il y avait Nadi Bamba, Guillaume Soro, Sidiki Konaté, encore Sidiki Konaté, encore et encore Sidiki Konaté, l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo. Et je vous rassure que là encore, j'ai été choqué. Comment peut-on régler des problèmes graves qui concernent les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire au domicile de la maîtresse de Laurent Gbagbo? C'est que les problèmes qui concernent les Ivoiriens, on règle ça dans la maison de la maîtresse de Laurent Gbagbo la nuit. Dites-moi, peut-être que je rêve,
Comment est-il possible de faire ça? Comment c'est possible? C'est les problèmes de la rébellion et le problème du désarmement et les problèmes d'élection présidentielle d'octobre 2010 sont réglés la nuit au domicile de la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Je ne comprends pas, mais je comprends maintenant pourquoi tout s'est terminé par la guerre. Et c'est ce qu'on appelle le karma, la poisse, le malheur était au rendez-vous. Oui, le malheur était au rendez-vous. Mon cœur saigne, mon âme pleure. Gbagbo avait à la place de la gouvernance de la Côte d'Ivoire entre les mains de sa maîtresse. Alors que je vais faire appel à M. Charles Blé Goudé et on arrive doucement vers le traître Guillaume Soro. On arrive là-bas. On y va. Je vous le dis. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. J'ai dans les antennes de la RTI, effectivement. RTI, hein. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un bandak. Konaté Sidiki. Encore Konaté Sidiki. Konaté Sidiki. Encore Konaté Sidiki. Diante. Konaté Sidiki. Encore et encore et encore Konaté Sidiki. On continue. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tombe. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Je vous le dis. Moi, je parle. Et c'est ça la même chose. Merci beaucoup. Alors, on va arriver maintenant à la partie qui est intéressante. C'est là où nous apprenons que Nadi Bamba avait convoqué Charles Blé Goudé, qu'il demandait, pourquoi il a demandé à Guillaume Soro de désarmer. Bon Dieu, comment c'est-il possible? Maman, ferme ton micro, ça devient intéressant. Eh maman, merci beaucoup maman. Comment est-il possible? Donc Nadi Bamba, l'ex-président Laurent Gbagbo, était en alliance secrète avec Soro au détriment du RHDP. Je pose ma question. Donc Nadi Bamba, l'ex-président Laurent Gbagbo, était en alliance secrète au détriment du RHDP. Ma question, si le président Alassane Ouattara qui était vraiment le père de la rébellion, comment les pro-Gbagbo, comme les pro-Gbagbo le disent aujourd'hui, pourquoi Gbagbo doit discuter le problème de désarmement avec Soro et non le président Alassane Ouattara? Si Ouattara était le père de la rébellion, c'est-à-dire on laisse Alassane Ouattara, on va discuter le désarmement de la rébellion avec Guillaume Soro. Et cette révélation de Charles Blé Goudé m'a automatiquement fait penser à la déclaration de M. Pascal Affi N'Guessan en 2015, disant qu'avant les élections de 2010, c'est Pascal Affi N'Guessan le dit, que Nadi Bamba avait convaincu Gbagbo d'être en alliance avec Soro. Pascal Affi N'Guessan nous a dit en 2015 que Nadi Bamba avait convaincu Laurent Gbagbo d'être en alliance
avec Guillaume Soro. On va écouter Afin N'Guessan en 2015 faire les mêmes révélations que Chablé Goudé 10 ans plus tard. On écoute M. Afin N'Guessan fait les mêmes révélations que Chablé Goudé 10 ans plus tard. Et après, on va inviter Soro Guillaume lui-même. On va inviter Boga Ozoko Ernest Doumbia Major. Parce qu'ils ont parlé aussi. Est-ce qu'ils disent la même chose? Question. On écoute. Comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Nadi Bamba est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer, elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va pas rentrer, hein? Avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Kipré. Sinon, bon, il est dedans, mais c'est son seul, hein. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que la chute, notre chute là, elle y est pour beaucoup. Depuis 2007-2008, quand Soro Guillaume est devenu Premier ministre, celle qui a tout fait, Soro Guillaume est devenu le chouchou de Gbagbo. C'est Nadi Bamba qui a tout fait. Guillaume Soro devient le chouchou de Gbagbo. Alors que Guillaume Soro se battait pour les nordistes. Alors que Guillaume Soro avait rejoint un combat. Et Nadi Bamba a fait de sorte qu'il devient le chouchou de Gbagbo. Cela me rappelle Ibrahim Koulibaly. Pascal Afin N'Guessan, allons-y. À tel enseigne que face à lui-même, en 2008, Konaté Siriki et consorts là disaient que si le président du CIA... Siriki Konaté, troisième fois, Siriki Konaté. Siriki Konaté, ton nom est dedans, partout. Diante. Pascal Afin N'Guessan encore. Vas-y. Ce qu'il fait, on va le mettre en prison. Qu'il complète contre Gbagbo. Lui et les gens du FPI là. Et le président Gbagbo a certainement rien dit. Il était devenu tellement puissant. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé, après les événements de Séguéla, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et puis le pays n'est pas réunifié. Il n'y a pas de désarmement. Même quand il y a un événement à Séguéla, l'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre l'ordre. Ce sont les combattants là. Nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Siriki Konaté est sorti pour me menacer et dire on va m'arrêter si je continue. Et c'est nous qui sommes dangereux pour Gbagbo. À l'issue de ça, on a dû faire une rencontre au palais, au plateau. Évidemment, il n'était pas là, on a parlé, nous on a expliqué au président. Il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. J'ai dit ce jour au président que désarmement là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît. Parce que si on ne fait pas, les élections risquent d'être difficiles pour nous. Aujourd'hui, là, on ne peut pas. Les préfets qu'on envoie, là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais nous, comme pouvoir. Puis, largement, ils avaient commencé à les déployer les préfets. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones. Donc, après ça, j'étais à Paris, et puis un journaliste m'a demandé,
Il dit, mais vous plaignez, vous critiquez Soro Diop, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République. Les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau-fils. Ils ont, après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, ils ont dit, mais reste à savoir qui met l'autre en bateau. Bon, donc, et moi-même, je le dis, puisque moi-même, elle m'a, face à ces critiques, on a eu des contacts, non, fille, vous ne critiquez pas, travailler en bonne intelligence avec le Soro. On a eu même une rencontre qu'elle a organisée entre Soro et moi. Pour que on s'entende, pour que le FP ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo et qu'on travaille en bonne intelligence. Donc ce n'est pas une autorité publique. Ce n'est pas, disons, c'est pas un secret. Mais après, où s'est retrouvé Soro, où il est actuellement et où nous sommes. Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. Après les élections. Et c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement. De toute façon, les gens qui sont là, ce sont mes hommes. Pourquoi je vais me préoccuper particulièrement du désarmement? Comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas... Ok. Pascal Affi-N'Guessan, Bleu Goudé, merci de nous faire ces révélations. C'est très important, les frères. On va venir maintenant aux traites. Nos traites là, nous on va venir à lui. On a dit merci pour le boulot. Hein. Mais nous, nos traites là, on vient à lui. Guillaume Soro, en alliance avec Gbagbo, grâce à Nadi Bamba. Déjà en 2015, cette révélation de Pascal Affi-N'Guessan m'avait choqué. Quand Pascal Affi-N'Guessan nous a dit que Guillaume Soro était en alliance avec Gbagbo grâce à Nadi Bamba, j'étais choqué. Et maintenant, chaque fois que vous fait la même révélation en 2020, je suis encore choqué. Parce que même Soro Guillaume nous a révélé qu'en 2006, le président Alassane Ouattara a fait des engagements et des accords. Alors comment se fait-il que lui, le même Soro Guillaume prend des engagements avec le président Alassane Ouattara en 2006, le même Guillaume Soro prend encore des engagements avec Nadi Bamba et Laurent Gbagbo. Guillaume Soro nous a révélé à l'hôtel Bristol qu'il avait des engagements avec le président Alassane Ouattara en 2006. Le même Guillaume Soro prend encore des engagements avec Gbagbo et Nadi Bamba. Guillaume Soro, qui es-tu? You. Qui es-tu, Soro Guillaume? Mais Soro Guillaume est très dangereux, les gars. Guillaume Kibafori Soro est très dangereux pour la cohésion nationale. C'est un trait pur et simple. Un homme abami, un homme dangereux. Tu ne peux pas signer des deals avec le président Ouattara et que vous étiez en alliance et en même temps tu signes encore d'autres deals avec Laurent Gbagbo et Nadi Bamba. Donc tu es un homme dangereux pour la cohésion et le vivre ensemble. Je comprends maintenant pourquoi les élections présidentielles d'octobre 2010 se sont très mal passées. Avec plus de 3000 Djali. En 2006, d'après Guillaume Soro, devant les témoins, il y a eu des deals entre le président Ouattara et lui. Si le président Alassane Ouattara gagnait les élections, en 2010, Guillaume Soro devait être le vice-président du RDR. Deuxième point, le président Alassane Ouattara allait lui passer le pouvoir après 2 mandats. Troisième point, il devrait être le premier ministre du président Alassane Ouattara pendant 5 ans. Alors que pendant ces temps, Guillaume Soro était en alliance avec d'autres personnes qui est M. Gbagbo et Nadi Bamba.
pendant que tu dis qu'Alassane Ouattara devait faire de toi vice-président du RDR, premier ministre pendant 5 ans, et après 2 mandats, il te donnait le pouvoir. Le monsieur était en deal là-bas. Cela me rappelle Doumbia Major. Quand Doumbia Major nous dit que lui là, il n'a pas voté pour Alassane Ouattara, c'est ça. Au moment où il se battait contre Babo, Soro Guillaume était dans le deal. Ce que Blé Goudé vient de dire, il confirme les dits de Doumbia Major il y a 5 ans de cela, en 2020. Il confirme encore les dits de Boka Ozoku Ernest, vice-président du COGEP. Il confirme encore les dits de M. Pascal Affi-N'Guessan en 2015. Doumbia Major, Boka Ozoku, vice-président du COGEP, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Charles Blé Goudé, président du COGEP, Doumbia Major. Et les gars disent la même chose. À propos de qui? Du traître de la nation. Guillaume Soro. Et c'est lui qui mélange tout. Quand je vous ai dit que c'est Guillaume Soro qui était derrière le mouvement Trop C'est Trop, vous comprenez maintenant. Quand j'ai dit que le mouvement Trop C'est Trop était piloté en bas par Guillaume Soro, mais voilà une des raisons. Et je vais vous faire une révélation. Pendant que Guillaume Soro, après le coup téléphonique avec Alassane Ouattara, où il a envoyé une délégation pour faire alliance avec Alassane Ouattara, il est en train de discuter avec Babo pour entrer dans Trop C'est Trop. Voilà comment Cissé Bakongo lui ferme la porte et il va rejoindre le mouvement Trop C'est Trop. Dans le même temps, le même Guillaume Soro. Si j'ai le temps, je vais vous jouer la vidéo. Guillaume Soro, Alassane Ouattara, il est en deal avec lui en 2006. Ouattara doit faire de lui vice-président du RDR, premier ministre pendant 5 ans. Après 2 mandats, on lui donne le pouvoir. Il est en deal avec Babo. Guillaume Soro n'est pas assis dans l'AES pour rien. C'est la malédiction. Alors, mes amis YouTube et Facebook, vous allez écouter Guillaume Soro, le manipulateur. Soro Guillaume, le roublard. Il est en train de rouler tout le monde dans la farine. On va l'écouter à l'hôtel Bristol à Paris en janvier 2020. Je dis, je répète, on va l'écouter à l'hôtel Bristol en janvier 2020. C'est parti. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Et monsieur Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Ah bon? Pendant que tu étais en deal avec Babo, Ouattara a pris des engagements avec toi. Vas-y Guillaume Soro, on t'écoute. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que... Wobrou. Vas-y. Je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien
non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon ben, enfin, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaît d'avoir été abusé et floué. Donc je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, Monsieur Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. Monsieur Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pas vrai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Si c'était pas la sortie de Blé Goudé, si moi l'a dit, je mettais ma caméra pour dire ça, est-ce que vous allez me croire? Permettez-moi, les gars. Si ce n'était pas la sortie de Blé Goudé, si je vous disais ça, est-ce que vous allez croire? Pendant que on est en train de se battre, pendant que on pense qu'il se bat pour une cause, déjà il en dit là avec Gbagbo. Et pendant ce même temps, il en dit avec Alassane Ouattara. Vous là-haut, vous êtes 1000 personnes, 64 tapotages. Est-ce que vous me voyez faire les directs où je viens m'asseoir, je m'appelle Benito, oui Benito, oui. Non. Ça c'est de la classe. C'est du lourd. On doit être à 300 000 tapotages. J'ai pas besoin de vous dire. C'est du lourd. C'est du lourd. Le direct est posé tranquille. Et tout le monde comprend ce que je suis en train de dire ici. D'un français posé. Guillaume Soro est la Perse de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro est le traître de la Côte d'Ivoire. Allons-y avec le vice-président du COJEP qui nous fait une révélation en 2010 que pendant que les autres se retrouvaient au golf, Guillaume Soro nous a fait croire qu'il allait voir Gbagbo pour lui dire qu'il avait perdu les élections. Déjà, il allait faire dire là-bas encore. Et il était accompagné de qui? Siriki Konaté. Et Charles Goudé, ta sortie vient confirmer celle de Pascal Affi-N'Guessan, Boka Ozoku en 2000 et Doumbia Major en 2005 ans plus tard. 10 ans plus tard, celle de Pascal Affi-N'Guessan. Alors on écoute Boka Ozoku NS. On l'écoute, c'est parti. Vous devez être à 100 000 tapotages. Voilà, vous êtes allez monter. C'est du lourd. Guillaume Soro est un traître, une perse, une vermine. C'est parti. Boka Ozoku. Je suis Boga Ernest Ozoku. Je suis l'adjoint du secrétaire général. Le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan est témoin de ce qu'il dit. La première dame est témoin de ce qu'il dit. Paix à son âme. Le ministre d'État de Sangaré, il est témoin de ce qu'il dit. Ça, c'est le camp du président Gbagbo. Dans ton temps, on a été navigué, il est témoin de ça. Quand ils ont pris l'élection présidentielle de 2010, tu as mis du temps avant de reconnaître, avant de dire que Ouattara a gagné. Écoute. Il a mis du temps avant de dire que le président Ouattara a gagné. On y va. Tout va très bien, les amis. S'il y a des gens ici qui traitent des vidéos, cette partie-là, prenez-la après. Traitez-la. Et je lance un défi à tous les soumistes. Ils disent qu'ils ont des campagnes par rapport. Dites-leur que moi, je dis, je les défie tous. Ils ne pourront pas. Sodium, tu es allé voir le président Gbagbo pour lui dire que tu lui décides de toi, Sodium, de nommer son premier ministre. Après les résultats, après la présidentielle de 2010, toi, Sodium, là, tu es prêt à convaincre Youssouf Bagayoko. Tu es prêt à convaincre Tchoi. Youssouf Bagayoko va donner les résultats et tu vas convaincre Tchoi pour les certifier.
Donc, le président, lui, ça ne lui posait pas de problème. Parce que, ce qui est logique, j'aurais été à sa place, je n'aurais jamais dit non. Parce que moi, je suis élu un énergumène qui est une marionnette en réalité, mais qui défend rien, c'est-à-dire en réalité, qui représente, qui est comme une boutique dont la façade a été retapée, mais la pourriture à l'intérieur est restée intacte. C'est ce que tu es. Parce qu'en dehors de ça, tu n'es rien. Alors, moi, je dis que cette personne-là, oui, tout évidemment, il t'a dit, là où il y a eu le bas-blesse, là où tout s'est bloqué, c'est quand toi tu as demandé qu'il signe, qu'il fasse un document, qu'il le signe, pour toi te nommer Premier ministre. C'est là que son entourage, dont le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, dont son épouse Simone Gbagbo, dont son ami et frère et compagnon de lutte, Feu Aboudraman Sangaré, on dit, ça là, on n'est pas d'accord. C'est là que toi tu es parti maintenant dans le camp d'Assane Ouattara. Mais tu penses à Ouattara, tu penses que c'est pas ça? Wabrou. Donc, pendant qu'il était en deal avec le président Ouattara, il était en deal encore avec Gbagbo. Vas-y, Boka Ozoku. Non, je l'ai dit. Tu n'es pas fiable, tu n'es pas constant, tu n'as aucune fiabilité, toi. Toi, moi je dis, toi, tu évolues en fonction de l'engraissement de ton pancréas et de ta panse. Je l'ai toujours dit. Et je l'assume. Moi, je prends pour moi, tu n'es pas Premier ministre. Tu n'es rien. Toi, je te dis que toi, tu fonctionnes selon le volume que tu veux donner à toi, ton pancréas et à ta panse. Le jour où ton intestin, il est gros, eh bien, en ce moment, tu deviens gourmand. Le jour qu'il est rétréci, ce jour-là, tu diminues le volume de toi, tu n'as pas de limite. Donc, tu mens au président Gbagbo et tu vas mentir au président Ouattara. C'est ce que tu es. Mais tes amis de ta génération, ça veut vous dire, il est resté constant du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, Bleu Goudé a dit, Gbagbo là, je suis là, et je suis là, et je suis là. Tu étais où, toi, là, si Gbagbo t'avait nommé Premier ministre aujourd'hui là, Ouattara, toi, tu avais dit qu'il a perdu. Je dis qu'on a été navigué là. Bébé qu'on a été navigué. Excusez-moi, viens qu'on a été navigué. Qu'on a été Sidiki. Konaté Sidiki encore. Charles Bleu Goudé, Konaté Sidiki. Pascal Affi-N'Guessan, Konaté Sidiki. Boka Ozoku, Konaté Sidiki. Vas-y. C'est pas Konaté navigué, c'est Konaté Sidiki. Je me suis, voilà, j'ai été lapsus. Bipez-moi Konaté Sidiki. Konaté Sidiki, toujours. Toujours Konaté Sidiki. Vas-y. Je dis, il était là. On te connaît. Tu es un essuie-glace, comme le dit Amandago. Tu es un essuie-glace, Silvio. Mais toi là, eux tous là, au RDR, au RHDP, mais ils savent que tu n'es pas quelqu'un de chrétien. Donc ils ne peuvent jamais te confier la destinée de leur machine. C'est une machine avec laquelle ils ont combattu toute leur vie. La remettre entre les mains d'un roublard, d'un opportuniste. La remettre entre les mains d'un carriériste, d'un poste-ville. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu es. Tu n'es pas crédible. Tu n'as aucune constance. Je le répète encore. Sous Guillaume, toi tu allais négocier le président Gbagbo. C'est moi qui te le dis. Et tu le sais, Konaté s'est dit qu'il était là. Si la présidence pour Gbagbo, le premier ministre Affi-N'Guessan, le ministre d'État Aboudraman Sangaré, et ça ne posait pas de problème. Mais c'est quand toi, Soro, tu as demandé à ce que le président Gbagbo rédige un document pour le signer, il a dit, niet, ça passe pas. Et tous ont dit, niet, ça passe pas. Donc toi, tu ne fonctionnes que, toi, Soro, tu ne fonctionnes que selon le volume de ton estomac. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que Soro nous a donné l'élection. Qui en ce moment, en Côte d'Ivoire, pouvait voir Gbagbo, yeux dans yeux, lui dire qu'il a perdu les élections et il passe chez lui. Il n'y avait pas quelqu'un. Je répète,
personne à cette époque pouvait se rendre chez Laurent Gbagbo doucement. Voilà, Wi-Fi, il n'est que la lune. Ben, il saurait où elle est dit, man. Oh, non, Wi-Fi, nous. Tant, non, encore que la mort là, Wi-Fi. Dongon. On y a dit, Wi-Fi. Nous font la bouillon. Alors, on continue. Après Boka Ozoku NS, Doumbia Major nous dit comment Guillaume Soro est rentré dans cette rébellion. Est-ce que Soro Guillaume, en rentrant dans cette rébellion, est-ce qu'il pensait à la cause commune? D'abord, il avait une situation difficile, donc il cherchait à se positionner lui-même. Et non penser au groupe. Comme le fait savoir ici tous les témoins. C'est-à-dire que Guillaume Soro partait signer les dits en fonction de lui-même ses propres intérêts. Raison pour laquelle, quand j'entends sous le parler, j'ai l'impression que c'est un pro-Gbagbo qui parle. Vous avez pris les armes, vous avez pris les armes. Alors qu'il s'est dit pro-Soro. Ja Soro est rentré dans cette rébellion pour se servir, pour penser qu'à lui, et non à un intérêt commun. Doumbia Major en train de jouer. Maintenant, je vais parler de notre ami Guillaume. Notre ami Guillaume. Et puis, bon, de ses propos de... Moi, je voudrais d'abord partager dire à nos opposants, ne suivez pas Guillaume. Parce que Guillaume se bat pour des problèmes personnels et il embarque, il vous embarque et il embarque la nation dans ses problèmes personnels. Ouais. Et c'est ce que Blé Goudé nous a dit. Il se bat pour lui-même et ses problèmes personnels et non pour la nation. Vas-y, Doumbia Major. Mais vous savez, on est dans un système dans lequel il n'y a pas d'aide sociale véritablement. Ce n'est que maintenant que le Premier ministre, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, Amadou Bon Coulibaly, a mis en place le filet social, qui est une aide sociale que l'État donne aux plus défavorisés, aux démunis. Ça n'existait pas dans notre pays jusqu'à un certain moment. Donc quand tu étais pauvre dans ce pays-là, quand tu étais orphelin, quand tu avais des problèmes, il n'y avait aucun système d'aide. Et on était dans cette situation, dans notre pays. Il n'y avait aucun système d'aide pour les pauvres, les plus démunis. C'est-à-dire que chacun était amené à se débrouiller pour vivre et pour survivre. Dans ces conditions, que Guillaume a perdu son père et sa mère, il était totalement démuni, pauvre, misérable, quand cela est arrivé. Il faisait pitié. Et c'est des gens comme le Dosongui, Koné Dosongui, et des gens comme Zana, qui avait la société Cito, société de transport Cito, qui nous a aidés les 2 fois pour qu'on puisse enterrer les parents de Guillaume. C'est-à-dire, pour réunir même 5 000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. Il n'avait même pas 5 000. Vous les Soroïstes, vas-y. En maîtrise, il n'avait même pas fait de soutenance et autres, et puis il se retrouve avec la perte de ses parents. Donc je voudrais faire une analyse clinique pour que vous compreniez un peu la personnalité et ce qui l'a poussé dans l'engrenage dans lequel il est difficile pour lui de sortir. Ce n'est pas pour le dédouaner, mais il s'est retrouvé dans une situation de grande difficulté avec ses petits frères, les Simon et autres, ses soeurs, dont il avait la charge. Il est devenu soutien de famille à un âge où il n'avait aucun moyen, où aucun de ses diplômes ne lui permettait de travailler. Il venait de faire une licence en anglais qui ne lui donnait même pas la possibilité d'aller enseigner parce qu'il faut faire le CAP-CG ou le CAPES à l'ENS pour pouvoir avoir le titre officiel d'enseignant. Donc voilà comment notre frère s'est retrouvé dans une situation où il devait se battre, trouver les moyens dans un pays qui ne lui offrait aucune possibilité. C'était sous le régime de Bédié. Il n'y a aucune possibilité pour les orphelins, pour les pupilles de la nation. Il n'y avait aucune possibilité. Donc le voilà soutien des familles.
Il était obligé de se battre pour dire, il faut que... Voilà comment Guillaume a pris la résolution de se sacrifier pour sa famille, pour ses frères. Advienne que pourra, il a choisi, y compris s'il fallait aller en enfer, il a choisi de se battre par tous les moyens dans ce pays. Il a dit, quand souvent je l'écoutais, moi je ne peux jamais accepter d'être pauvre dans mon pays. Voilà les propos de Guillaume. Je connais bien Guillaume, son père me trouvait souvent, il aimait causer avec moi à la cité de Yopougon. Chaque fois qu'il venait voir Guillaume, il aimait beaucoup Guillaume. Travaillait à la Satmassi, il me disait, moi j'ai que pour tout bien. Moi Clément, je n'ai que pour tout bien qu'une moto. Ouais, ça me, voilà, quand vous avez connu quelqu'un dans son intimité, c'est difficile souvent. Mais voilà la situation dans laquelle notre frère s'est retrouvé, où il devait se battre par tous les moyens humainement possibles pour pouvoir aider les autres. Donc il a choisi de se sacrifier pour les autres. Voilà comment il s'est rapproché de certains partis politiques. Voilà comment Guillaume Soro s'est rapproché de certains partis politiques. Et dans cette partie politique, Doumbia Major, qu'est-ce que Guillaume a fait? Il faut expliquer ça à tous les Ivoiriens. Deuxième partie. Deuxième partie. On écoute encore Doumbia Major. Deuxième partie. C'est parti. 2002, il est rentré dans la rébellion pour se positionner. Et quand il s'est positionné... Point. Donc Guillaume Soro, vu sa situation précaire à l'époque, quand il est rentré dans la rébellion, il s'est positionné lui-même. Et il n'a pas pensé à tout le monde. Voilà pourquoi il fait des deals avec le président Ouattara, il fait des deals avec Babo, et il fait des deals avec Nadi Bamba. Et il nous fait croire que lui se battait pour nous. Guillaume Soro est un traître. Vas-y Doumbia Major. Donc quand il s'est positionné, qu'est-ce qu'il a fait après? Vas-y. Il a pensé d'abord à lui-même sa situation et non à une cause quelconque. Donc pendant que nous on critiquait Gbagbo sur sa gouvernance et autres, il en parlait lui aussi. Mais derrière ça, il se battait pour sa personne. Comment utiliser donc cette situation de rébellion dans le pays pour s'enrichir, pour voler, pour avoir du pouvoir? Comment lui devait voler et avoir du pouvoir? C'était ça le combat de Soro. Pour pouvoir, n'est-ce pas, suppléer la situation difficile dans laquelle lui-même il se trouvait. Voilà comment Guillaume a opposé les chefs de guerre, dressé les chefs de guerre contre, n'est-ce pas, leur chef, pour prendre le contrôle de la rébellion en s'appuyant sur la cupidité de certains qu'il connaissait, hein, et autres. Et il a pris le contrôle comme ça de la rébellion. Il a mis en place la centrale pour piller littéralement le Nord et s'enrichir. C'est avec cet argent volé qu'il a pu scolariser ses frères aux États-Unis. C'est avec cette position qu'il a pu faire rentrer certains de ses frères à la police qui sont commissaires aujourd'hui. Voilà. Hein? Oui, commandant invisible est là. Il y a Tchadé aussi qui est là. Vas-y, Doumbia. Donc, s'occuper de sa famille. C'est ça la situation personnelle, c'est-à-dire à l'analyse. Donc, vous les soroïstes, vous mentez à longueur de journée. Déjà, son deal était clair. Ça veut dire, Doumbia Major, mais qui fut sa promotion, son aîné, à la FESI, le connaît même que tout le monde. Ça dit il y a 5 ans de cela. Donc Guillaume n'est pas venu dans notre combat pour servir la cause du combat. Il est venu se servir. Voilà pourquoi il met la centrale en marche et il plie tous nos richesses. Nos femmes ont été tabassées, nos moutons ont été volés, nos bœufs, tout. Il doit payer nos moutons, nos bœufs. Vas-y Doumbia Major. Clinique de la chose, l'analyse de la personnalité de la chose et l'anamnèse, c'est-à-dire l'analyse de l'histoire de la personne. Donc, Guillaume est un sacrifice pour sa famille. Mais non, pour se sacrifier pour sa famille, il est rentré dans notre cause. Voilà pourquoi il a dit à tous les chefs de guerre. Vas-y. Dans un chemin qui est un chemin de l'enfer infernal. Donc il est rentré dans un chemin où il s'est dit, il faut y arriver, même s'il faut tuer des gens pour y être. Donc il n'avait pas d'état d'âme. Quand il s'agissait de tuer, il tuait. Pour prendre le contrôle de la rébellion, il n'avait pas de sentiments. S'il fallait tuer des chefs de guerre, lui il s'en foutait. S'il fallait massacrer, il le faisait pour atteindre ses objectifs. Il a massacré des amis.
Il n'avait pas d'état d'âme. Il a pris des gens en prison pour aller les tuer. Des gens étaient dans des conteneurs, il les a mis exposés au soleil pour qu'ils meurent par asphyxie. Tout le monde est au courant de ce passé de Guillaume. Donc c'est quelqu'un qui à un moment donné a accepté l'enfer. Il a accepté de tuer, il a accepté d'être cruel, d'être un monstre pour lui-même et pour ça. Donc il est rentré dans un engrenage. Quand tu as déjà tué, quand tu as déjà massacré des humains, tu as peur de quoi encore? Tu as massacré un, tu n'as plus peur de l'enfer. Tu te dis, mais j'ai tué. Si on dit paradis, enfer, moi j'ai déjà tué. Il a écrit que tu ne tueras point. J'ai déjà tué, donc j'ai peur de quoi encore? Il n'a plus peur de tuer, parce qu'il a déjà tué des humains. Il a déjà pris des humains, les a mis dans le conteneur, et puis ils sont morts par asphyxie, il les a pris, il allait les enterrer dans des fosses communes. L'armée française a fait des déclarations, Amnesty a fait des déclarations sur tout ça, c'est connu. Il a pris les Kone Morel en prison, il allait les massacrer. Les Kone Moussa Barbu, il allait les massacrer. Il a gardé même par devers lui les corps. Donc c'est quelqu'un de monstrueux, de cruel, mais c'est un schéma dans lequel il est rentré. Un peu contre sa volonté, je ne dirais pas que le monstre qu'il est devenu parce que l'État de Côte d'Ivoire, notre système ne lui donnait pas le choix. D'autres avaient le choix, d'autres ont accepté d'être pauvres, mais lui il ne voulait pas être pauvre. D'autres ont accepté leur situation, mais lui il ne voulait pas accepter la situation. Il a choisi d'aller en enfer s'il le fallait. C'est de ça il s'agit. Voilà les éléments motivationnels profonds de l'individu. Et donc, merci beaucoup, Doumbia Major. Maintenant, Doumbia Major, il y a une question où tout le monde se pose. Est-ce qu'il s'est battu pour Ouattara même? Parce que vu que Guillaume Soro est rentré dans cette rébellion pour ses propres intérêts, est-ce qu'il s'est battu réellement pour Ouattara? Parce qu'on dit qu'il était en deal avec Babo. Est-ce que ce deal-là, Guillaume Soro était dedans? Ce sont eux qui disaient à l'époque, quand ils faisaient leur tournée avec Babo, à un moment donné, que l'élection devait la faire de façon électronique. Le RDA était obligé de dire non. Pendant que tu étais en deal avec Alassane Ouattara en 2006, en 2010 encore, tu es en deal avec Babo. Et tu demandes à ce qu'on fait les élections de façon électronique. Vas-y, Doumbia. Il refuse qu'il faut le comptage manuel. Mais Sora avait donné son accord pour le comptage électronique seulement. Parce que c'était le moyen, avec une société dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de falsifier les résultats au profit de Babo. Donc c'était une bataille à un moment donné contre Babo et contre Soro, qui était l'allié de Babo. Soro était l'allié de Babo. Alors qu'il nous a fait croire qu'il était en deal avec Alassane Ouattara en 2006. Et les Nadi Bamba et autres. Nadi Bamba encore. Avec les Nadi Bamba et autres. Nadi Bamba encore. Avec les Nadi Bamba et autres. Ça, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Jusqu'en 2010, 2011, lors des élections, Soro était candidat. Certains même disent qu'il a voté, pardon. Soro était pour le candidat Babo. Parce que pour lui, ça lui permettait de liquider le candidat Alassane et après il allait récupérer cette base. Ce qui était leur schéma, qui a été d'ailleurs avoué par Franklin Nyamsi à Paris lors des... Il devait liquider Ouattara et prendre le RDA. La vidéo est en ligne. Le schéma c'était de récupérer et liquider la direction. C'était ça leur schéma. Donc, en allant dans une élection avec Babo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui il se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qui était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Babo refusait de partir du pouvoir et qu'il disait qu'il était gagnant, Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Babo. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent, ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits Ibé, pas Ibrahim Koulibaly, les petits Ibé et autres, sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Vous commencez le front contre Babo, contre les soldats FDS à Abidjan. Moi, ça aurait été hésitant.
Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité. Cela n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moins, il était en train de dindin, comme on dit. Hein? Hésitant. Dindin, là, en louche, c'est ça. Tu es hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les films de faits sont là, ils sont vivants. Ibé Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient les consignes. Sabon Doumbia Major. 10 ans plus tard, après les révélations de Pascal Affi-N'Guessan furent confirmées par Blé Goudé, 5 ans plus tard, après les dires de Boka Ozoku confirmés par Charles Goudé et les dires de Doumbia Major, je conclus que Guillaume Soro est un traître. Avant la mise en place du mouvement Trop c'est trop, Guillaume Soro était venu faire une alliance récemment avec Alassane Ouattara. Il a envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP. On lui a fermé la porte. Ça veut dire qu'après l'appel téléphonique avec le président Ouattara, il cherchait à faire un deal avec nous. Si on avait accepté, il s'est retrouvé encore dans le mouvement Trop c'est trop. Et encore, il balançait des deux côtés. Ça, c'est récent. Et la porte lui a été fermée. On écoute ici Touré Moussa. Il était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement et pour tout ce qui est union. Touré Moussa, oui. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. C'est pas vrai. Guillaume Soro qui dit qu'Alassane Ouattara veut le diable. Alassane Ouattara est mauvais. Alassane Ouattara l'a condamné. Alassane Ouattara l'a arraché la maison que Gbagbo l'a donnée. Dia, c'est un deal que Gbagbo a donné, maison là, Gbagbo parle pas. Dia, il vient faire alliance avec lui. Et ils ont trouvé porte close. Voilà comment il se retrouve dans le mouvement Trop c'est trop. Sur le front commun, le mouvement Trop c'est trop a tapé poteau. Mon frère, personne n'est derrière si ce n'est que Guillaume Soro. Et puis, le même Guillaume Soro, Jeune Afrique nous révèle, lorsqu'il était en train de dindin, comme l'a dit Doumbia Major, il était en deal avec Gbagbo. Gbagbo croyait en lui. Alors que Guillaume Soro était en train de trahir Gbagbo à la dernière minute. Quand le président Ouattara a pris le dessus, il a trahi Gbagbo à la dernière minute. Il n'est arrivé qu'à la dernière minute. Révèle Jeune Afrique de 2010. Jeune Afrique qui titre cette semaine sur la crise post-électorale ivoirienne à la une, l'hebdomadaire titre dans la tête de Laurent Gbagbo. Monsieur François Soudan de Jeune Afrique au micro de Gilles Moreau. Ça commence le dimanche 28 novembre, après la fermeture du scrutin. Dimanche 28 novembre, après la fermeture des bureaux de vote. Il doit sourire dans son bureau. Selon ces informations, la clé, c'est-à-dire le report des voix d'électorat de Bédié, tourne dans le bon sens. Les chiffres, tout au moins ceux qui lui parviennent, ceux qu'on lui donne, le donnent en tête. Avec 52% des voix face à Ouattara, il est content. Il dit, vous voyez bien, la greffe n'a pas pris. Ce qu'il ignore, évidemment, c'est qu'au même moment, Ouattara a des chiffres radicalement inverses. Ce qu'il ignore aussi, c'est que Guillaume Soro, son Premier ministre, est en train de basculer. Il est très remonté contre Gbagbo à cause du durcissement de la campagne électorale entre les deux tours. Alors, il est en train de basculer Guillaume Soro.
Le lendemain, le 29 novembre, vers 20h, il est un petit peu moins sûr de lui. Laurent Gbagbo, mais il dit toujours on devrait gagner. Il y a eu des fraudes, plus que ce que je croyais, mais on devrait gagner. Et puis il ne croit pas. Il dit, au retournement de Soro, il dit c'est impossible, il ne peut pas me quitter, ce serait trahir. Soro Guillaume ne peut pas nous quitter. Ça serait une trahison. 30 novembre, en début de soirée, on pense que les choses vont encore s'arranger. Gbagbo doute un peu, il hésite, il dit écoutez, nous sommes à 50-50. Vous savez qu'à l'extérieur, tout le monde sait déjà que Ouattara a gagné. Lui, il hésite, il doute, il dit mais je vais m'accrocher. Ce jour-là, le 30 novembre, constitue une sorte de tournant du côté de Laurent Gbagbo, à qui personne, jusqu'à présent, n'a osé dire la vérité. Personne. Il faudra attendre le lendemain, mercredi 1er décembre, vers 19h, en début de soirée, pour qu'un visiteur, un go-between entre les deux camps, lui livre enfin la vérité. Il lui dit tu as 46% en réaction Gbagbo, ça m'étonne pas. La commission électorale a toujours été contre moi, mais la commission, ça n'est qu'un outil technique, l'outil juridique, c'est le Conseil constitutionnel. La loi prime, et puis il convoque Guillaume Soro. L'entretien se passe mal entre les deux hommes, on raconte ça tout en détail. Le jeudi 2 décembre, en début d'après-midi, il se confie également, il dit l'armée, je sais que Soro peut préparer une offensive contre moi, prendre Yamoussoukro, il compte sur des divisions au sein des forces armées, mais l'armée et moi, je n'ai aucune crainte, nous avons scellé un pacte. Et le 3 décembre, au cœur de la nuit, alors là on raconte une scène assez surréaliste, au palais de Cocody, l'heure est à la mobilisation, au recueillement, il y a des groupes de prières, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu la Bible et le fusil. Laurent Gbagbo reçoit l'ambassadeur de France, il est furieux, il dit Sarkozy c'est Chirac II, je ne me laisserai pas faire, et puis il se lance dans un très long monologue extrêmement éclairant, il dit eh bien quoi ? Pourquoi céder? Pourquoi partir? Pourquoi on me décerne le prix Nobel de la soumission? Pourquoi me cite en exemple devant les écoliers de France et qu'on dise voilà la preuve que la démocratie à la française ça marche jusqu'au fin fond de l'Afrique? Eh bien non, cette élection démontre que la démocratie ici ça ne marche pas. Où est la démocratie quand tout le monde triche? Ouattara, s'il veut mon fauteuil, il faudra d'abord qu'il me passe sur le corps. Je ne laisserai jamais diriger la Côte d'Ivoire. La messe est dite. Alors à propos d'Alassane Ouattara justement, eh bien lui de son côté toujours installé dans son QG qui est devenu l'hôtel du Golfe à Abidjan. Oui, c'est un descriptif de la République du Golfe, cet hôtel qui héberge un président qui est en présidence surveillée et qui héberge un palais présidentiel, une primature et 13 ministères virtuels. Tout ça est assez buesque, il faut. Pendant que Gbagbo était dans le doute, il attendait que Guillaume Soro vienne lui confirmer le deal qu'il y avait entre eux. Comme l'a dit Boka Ozoku, Doumbia Major et Blé Goudé. C'est-à-dire qu'il balançait entre les deux. Gbagbo l'attendait pour venir lui confirmer qu'il avait gagné. Ja, il a trahi. Gbagbo, les gars, j'ai trop duré. On va voir si Kader est là parce qu'il s'est fait tard. On va donner la parole à tout le monde parce que Kader il a dit qu'il allait participer. Je ne sais pas, je n'ai pas son compte TikTok. On va essayer de l'appeler rapidement et prendre la version de Kader. C'est très important. Voilà, il est 1h40, vraiment désolé. J'ai été long pour faire ce développement, mais Guillaume Soro est un trait. Bonsoir Kader, tu as la parole avant que le commando invisible ne prenne le live en marche. D'abord, tu peux te présenter, hein, les gens te connaissent, c'est toi qui as fait le grand déballage, merci beaucoup. On a Kader à l'antenne. Ok. Oui, bonsoir en tout cas à tous les auditeurs sur le live. Je suis Sandro Ousmane Kader. En 2017, j'ai écrit aux éditions Sudoya le livre La vraie histoire de la rébellion en Côte d'Ivoire et la difficile succession d'Ado. Donc je savais, en sachant, les gens parlent aujourd'hui, mais nous sommes les sachants. Nous avons été très tôt les compagnons d'Ibrahim Koulibaly. Moi personnellement, ma vie a rencontré celle d'Ibrahim Koulibaly. Nous étions en 94-95. Donc ceci remonte à de très longues dates. On a préparé ensemble le coup d'État de 99 et après on a préparé ensemble la rébellion quand on a été trahi par Guéhi. Donc je ne vais pas refaire l'historique, mais personnellement je dirais que j'ai été le premier en Côte d'Ivoire à alerter en tout cas l'opinion nationale et internationale sur la vie de Guillaume Soro. Qu'est-ce qu'il représentait? Et c'était un traître. Et aujourd'hui, je vais vous dire que l'histoire m'a donné raison. Tout ce que Ladi Chérif est en train de citer, d'abord le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, Charles Blé Goudé, en tout cas le patriote, parce que sa nomination de ministre n'a pas été reconnue. Donc moi, je dirais pas monsieur le ministre Charles Blé Goudé, je dirais le patriote. C'est comme ça on l'a connu. Et Doumbia Major que tu cites et tout ça. Et c'est vrai, ils ont parlé, mais ça, c'est... bien après moi, c'est moi qui ai dit au monde entier qui était Guillaume Soro. C'est moi qui ai dit que voilà, dans le grand déballage, si vous écoutez à la fin, j'ai bien précisé, j'ai dit que Guillaume Soro n'a pas voté et sa bande
c'est-à-dire tous ses proches, les Sekongo Félicien, Alain Lobognon, Soul, ils sont prêts, les Kanyigi et autres là, ils ont voté pour Gbagbo. Et j'ai dit, Soro n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord, il combattait pour lui-même. Et j'ai précisé, si la rébellion avait contrôlé Abidjan avant les élections 2010, Soro allait tuer Alassane et laisser Gbagbo le mettre en prison. Les gens ont dit, non, je raconte ma vie. Oui, dans le grand déballage, à la fin du grand déballage, ça est en ligne. Et toi-même, là, tu pourrais mettre aussi mes déballages comme tu as fait pour l'interview de Doumbia Major tout à l'heure. Donc, j'ai précisé. Et j'ai dit, en tout cas, que Soro, si la rébellion avait contrôlé Abidjan, il allait tuer Alassane et laisser choses de mettre en prison. Et ce soir, je vais vous faire une révélation de taille, parce que le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et le temps m'a donné raison. Et aujourd'hui, j'en suis heureux. Nous qui avons combattu très tôt pour Alassane, mais aujourd'hui, on ne voit pas cela de... quand je dis pour Alassane, pour la démocratie, mais Alassane, c'était le combat de la démocratie. Et donc, comme je connaissais Gbagbo, Guillaume Soro, je peux dire qu'en dehors de sa maman qui l'a mis au monde, c'est moi qui le connais en Côte d'Ivoire que tout le monde. Parce que j'ai été le premier à alerter les gens. Guillaume Soro est venu nous trouver à Ouaga, Ibrahim Koulibaly, et moi, je sais comment il a intégré la rébellion, et je sais comment il nous a trahis. Et donc, moi, je m'attendais, je voulais prendre ma revanche silencieuse. Il a tué Ibrahim. Et donc, j'ai pris le temps. Kader, une pause. Je vais montrer ton visage aux gens qui ne te connaissent pas. Voici Kader ici, en question. Kader, une pause. Vous voyez, c'est Kader qui est là. C'est-à-dire du trésor, l'argent que les 4 milliards qu'Alassane avait alloué à la coupe. Parce que si les éléphants perdaient, le peuple ivoirien allait être fâché, personne n'allait me demander compte et il allait bouffer cet argent. Donc j'ai dit que les Soro, le groupe Soro et sa bande ne sont qu'une bande de voleurs. Même Alain, nommé ministre, l'a prouvé au monde entier. Les banques ont été cassées par les gens de Soro, Ouattara et autres. Et il faut qu'on nous le rende cet argent, monsieur. Ok. Parlons de la contribution de la rébellion. Merci beaucoup. Donc c'est Kader que je vous présente ici en quelques secondes. L'émission, c'est le grand déballage. À la fin, vous trouverez toutes les révélations de Kader. On y va, Kader. Merci beaucoup. Oui, merci. Donc ici, aujourd'hui, je vais vous dire, et dès que j'ai eu, Dieu m'a fait, parce que moi j'ai eu la chance, comme toi là, tu dis que tu as fait du Makala, tu as me présenté souvent, le dit. Moi aussi j'ai croisé dans ma vie un prédicateur qui m'a révélé plus tard qu'il était un ange, l'ange Maurice. Mais tout le monde sait que même les Waliou, quand ils disaient que je ne s'entends pas. Et comme je savais que Guillaume Soro allait tenter de faire un coup d'État, j'étais le seul en Côte d'Ivoire, je précise bien qu'il savait cela. Donc, ah bon? Il devait faire quoi? Un coup d'État? Oui, parce que je vous dis aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara a eu sa vie sauf que par l'ONU et par la force Licorne. Le plan de Guillaume Soro, dès qu'ils arrivaient, je vais vous dire une révélation comme Blé Goudé a fait hier nuit. Parce que en Djoula, on dit comment Bernard Follon, il y a des paroles là qui, si le jour n'est pas arrivé, tu peux pas dire. Si tu dis, on ne t'écoutera pas ou on ne te croira pas. Mais c'est quand un événement arrive que tu peux parler et les gens t'écoutent. Aujourd'hui, les gens auront l'audition de ce que je vais leur révéler ici. Moi, j'étais en prison en 2006 et quand je Fofieux Kouakou, dans le grand déballage, certains m'ont dit pourquoi tu n'as pas annoncé que tu étais en prison. Il y a d'autres qui m'ont dit mais toi tu as fait la rébellion avec qui on ne te connaissait pas. Moi je n'étais pas sur le terrain et je n'étais pas aussi dans l'aile politique avec Guillaume Soro. Moi j'étais le conseiller d'Ibrahim Koulibaly. Et donc à ce titre-là j'étais en tout cas en deuxième rideau. Il y a ce que vous voyez au front. Il y a ceux qui organisaient la rébellion en communication comme Guillaume Soro. Mais il y avait les spirituels. Dans tout combat, on a des gens en bas qui préparent. On ne se lève pas comme ça pour mener une bataille. Et donc, pour preuve, aujourd'hui, beaucoup d'hommes se tapent la poitrine pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Là, je vais te faire 2 révélations de taille. D'abord, concernant même la rébellion. La première révélation, comme Dieu m'avait révélé ça il y a longtemps, et je savais qu'Alassane allait venir par une guerre que nous devons mener, enfin une bataille, parce que nous sommes en ligne, il ne faut pas dire les mots tels qu'ils sont. Oh oui. Et donc, quand j'ai eu la chance de dire ça au président Alassane, il m'a dit non, moi je ne veux pas de combat. Il dit d'accord, même le prophète Mahomet, paix et salut à son âme, a fait 2 combats pour pouvoir rentrer à la Mecque. Il a échoué le premier combat. Le deuxième, il a fait match nul. Et dans la sourate, c'est écrit, Isaac que Dieu l'a révélé, laisse le combat, le sabre, moi je vais te faire rentrer à la Mecque. Personne ne peut le contredire. Donc il y a des combats nobles. Le combat que nous avons mené a été un combat noble
pour que le président Alassane arrive où il est. Parce qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire, vous voyez, M. Lagui, les vieux démons ne sont pas encore enterrés, les démons de l'ivoireté, regarde ce qui est arrivé à Nayo. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les Ivoiriens n'ont pas encore compris pourquoi nous avons mené ce combat. C'est le combat de l'ivoireté. Et il faudrait que ça s'arrête. On ne peut pas parler de réconciliation, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas prêts à aller. Donc, bref, nous avons mené ce combat parce qu'il fallait forcément un combat pour que, je suis au regret, mais je le dis, pour qu'un Ivoirien du Nord ou un musulman soit aux commandes du pays. Il fallait passer par là. Et aujourd'hui, nous y sommes. Et deuxièmement, ce combat, quand nous l'avons gagné, mais l'autre s'apprêtait à renverser parce que lui, il combattait que pour lui-même. Il a utilisé le nom du président Ado pour conquérir la sympathie des gens du Nord, mais en réalité, il combattait que pour lui-même. Guillaume Soro n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord. Et donc, je l'ai dit dans le grand déballage. Et quand Dieu m'a révélé que Guillaume Soro allait faire un coup d'État, j'étais là sur mes gardes. Et quand Dieu m'a révélé que c'est dans 3 semaines, et comme j'ai été à la rébellion, je connaissais beaucoup de personnes qui étaient là aussi. C'est moi, mais par exemple, qui a divisé la carte du Rwanda, il a dit Charles, la carte parce que je l'ai dit, pour les Ibrahim Koulibaly a remis toute la rébellion auprès de lui. Et quand ils ont fait la réunion, c'était dit qu'on va aller à Kabo, à Toumou et à Tchébissou. Et c'est ces soldats. C'est là, ils ont fini la réunion à 4h du matin. Tous les chefs de guerre sont retournés en Côte d'Ivoire. Et Ibrahim m'a reçu le lendemain à 11h. J'ai dit à Ibrahim, c'est une erreur. Quelqu'un veut te faire la guerre, mais il ne faut pas aller sur son terrain et puis aller sur le lieu de la guerre qu'il veut. Toi-même choisis ton heure et puis choisis ton lieu. Laissez Gbagbo rentrer à Bouaké. Et puis maintenant, il y a 2 choses. Dès qu'ils veulent casser, parce que quand l'armée prend un coin, c'est comme ça une rébellion où l'armée, ils commencent à voler à pied et à violer les femmes. Il dit dès qu'ils veulent casser des magasins à Bouaké, nos éléments tirent sur eux, ils reculent. S'ils veulent violer les filles, on tire sur eux, ils reculent. Donc nos militaires doivent camoufler les calages dans les blousons et ils montent et on ne sait pas qu'ils sont des combattants. Et mais à la tombée de la nuit, on s'occupe de toute l'armée de Gbagbo. Parce que nous sommes dans une maison en noir, c'est nous qui sommes dedans. Quelqu'un ne peut pas venir rentrer dans une maison en noir et voir plus que toi qui es dedans. Et voilà comment on va les battre. Maintenant, il peut m'apposer la question, mais de toute façon, on a préparé spirituellement la réunion. Est-ce que si on les laisse rentrer, ils ne vont pas nous venir? Je dis jamais, on va gagner. Et c'est comme ça, les gens sont entrés à Bouaké. Si vous vous rappelez, en 2004, ils ont commencé à faire les vidéos à 14h, 15h, 16h, 18h. Nous avons voulu Bouaké sans résistance. Il n'y a pas de la rébellion à fuir. Mais à la tombée de la nuit, on a su que Bouaké était pour qui. Le lendemain, RFI annonce qu'il y a une confusion à Bouaké. Et 2 jours plus tard, les gens de Gbagbo annoncent que Bouaké n'a pas été pris. Sinon, les gens nous appelaient, oui, il paraît que vous avez fui, Bouaké a été pris. Donc, bref, j'ai fait ces précisions pour vous dire que même le colonel Chérif Ousmane et tous, ils pensaient que c'était un combat d'1 semaine. Mais c'est moi qui ai dit aux patriotes de diviser la carte en 2. Si vous vous rappelez, il y a une flèche rouge qui avait divisé la carte de la Côte d'Ivoire en 2. Et c'était pour dire, nous partons pour une guerre de longue durée. Deuxièmement, quand on devait attaquer Bouaké, j'ai dit à Ibrahim de laisser venir les gens. Donc il a rappelé tous les chefs de guerre, ils sont revenus à Ouaga et ils se sont réunis. Il a dit voilà la nouvelle tactique. Donc bref, c'est pas Soro qui était la tête pensante de la rébellion. Pour preuve, quand il a assassiné Ibrahim, il a pris le contrôle. Nous, en notre temps, au temps d'Ibrahim, même si tu volais une boîte d'allumettes, on t'arrêtait et puis on te fusillait. La rébellion ne volait pas. Tu pouvais oublier ton sac à Bouaké, tu arrives à Korogo, tu retournes. Tu viens, tu dis qu'il y avait 20 millions dedans, on te dit c'est en biais de coupure de combien tu dis, on vérifie, on te les donne. Mais dès que Soro a pris la rébellion, mais ils ont commencé à piller les petites banques, après ils ont cassé les grosses banques, les BCAO et autres. Ce n'était qu'une bande de profiteurs, de voleurs,
Et voilà, comme les Ouattara votent avec Guillaume Soro, et la suite, vous la connaissez. Même Alain Le Bognon, le chat ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quand il a été nommé ministre des Sports, mais il a détourné l'argent des éléphants en plein jeu. Il s'est dit qu'on ne peut pas prendre la coupe. Quand on a pris, il n'y avait plus d'argent. Donc, dans ce pays, nous connaissons, les gens ne peuvent pas falsifier l'histoire. Et je termine pour dire que, donc en 2017, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, parce que Guillaume Soro et moi, c'est un combat. On va faire sur la terre ici, le combat continue sur Dieu. Et quand il a tué Ibrahim, il a dit Ibrahim Koulibaly. Et donc, moi, je suis rentré, et dès que je suis rentré, il a été voir Claude Saï, qui m'accompagne. Il était le directeur politique d'Ahmed Bakayoko. Quand il m'a reçu, j'ai dit, il y a un coup d'état en préparation, Dieu m'a révélé. Et j'ai plein de petits à Bouaké qui m'ont remonté la même nouvelle qu'il aura un coup d'état dans 3 semaines. Et il m'a mis en contact avec le directeur du renseignement, le directeur général du renseignement. J'ai détaillé le plan, j'ai dit, les gens m'ont demandé 25 millions. Mais Dieu m'a révélé qu'on peut déjouer le coup d'état. Ça va commencer le dimanche. Vous laissez dimanche, lundi, mardi, c'est mercredi dans l'après-midi. Vous promettez 17 millions à tout le monde, mais vous les donnez une avance de 12 millions. Et quand ils vont entrer dans les casernes, vous donnez les 5 millions. Mais le ministre Ahmed Bakayoko m'a demandé, mais Kader, tu penses que le coup, ça va échouer? J'ai dit oui. Il dit pourquoi? J'ai dit d'accord. Dans la rébellion, nous étions 4 groupes. Il y avait les pro-Alassane, dont moi je suis. Il y avait les pro-IB. Et il y avait, en tout cas, ceux qui flattaient IB qui allait être président. Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de rêver. Il y a des gens qui flattaient Guillaume Soro il allait être le président. Et il y avait les voleurs. Les voleurs, ils sont aucune obédience, ils étaient rentrés pour s'enrichir. Allô? On passe sur le coup d'état de 2017, pardon. Allô? Est-ce qu'il est là? Allô? J'ai mis connexion de mon truc. Oui, Kader, excuse-moi, c'est le Wi-Fi qui déconne. Allô? Oui, allô, oui, excuse-moi, c'est mon Wi-Fi qui déconne. Tapotez, les gars. Wow. Ok. Donc, je termine pour dire que voilà comment... Oui, allons-y rapidement sur le coup de 2017. En 2017, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es rentré? Merci beaucoup. Oui, en 2017, dès que j'ai appris, Dieu m'a d'abord révélé que Guillaume Soro veut faire un coup d'état contre Alassane. Je vous ai dit, la rébellion, le plan de Guillaume Soro, que je vais vous dire la nuit, quand j'ai dit j'ai une révélation de taille, Guillaume Soro a envoyé les gens de son écoute mais téléphonique où il disait au Burkina que oui, il va faire gagner le pouvoir par Djendéré là, il a fait un chameau, tout ça. Et il a envoyé, je vous cite des noms. Ceux qui sont allés me chercher en prison, il y avait le chauffeur d'Alain Le Bognon qui s'appelle Zoumana. Il y avait d'abord Samassi Baba qui était de Kani Seguela, qui était le procureur de la rébellion. Et Koulibaly Drissa, un très proche collaborateur et conseiller de Guillaume Soro. Voilà les 3 personnes qui sont allées me chercher à la prison de Fauvier-Kouakou. Voilà ce qu'ils m'ont dit là, et où je vais découvrir que Soro n'a jamais travaillé pour Alassane et qu'il veut faire un coup de force à Abidjan. Et ils m'ont dit, Soro va être président. Il les a envoyés et ils ont vu les marabouts au Mali, ils sont allés à Touba au Sénégal, ils sont allés même en Mauritanie, en Arabie Saoudite, ils ont envoyé des gens. Mais il se révèle que oui, il y a un jeune de Badika de Tafiré qui a un site où il a rencontré un ange qui a un site spirituel. S'il prie pour eux, Soro sera président. C'est comme ça, ils m'ont libéré, ils m'ont dit Guillaume. Être avec lui, car Alassane ne sera rien dans ce pays et que lui, il sera le président. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce jour, il m'a offert, Ladji Chérif, une somme de 200 millions. Il m'a donné une voiture, une 4x4 Bachedo, cabine 9, flambant 9, et il m'a donné une résidence à Ouaga, Ouaga 2000. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne prendrai pas de cet argent et qu'il ne sera jamais président de Côte d'Ivoire, mais il sera premier ministre. Nous étions en 2006, le 26 février 2006. La proposition a été faite devant ma femme, s'il vous plaît, et pour me contraindre à accepter. Mais j'ai refusé. Et donc c'est depuis ce jour, j'ai su que Guillaume Soro veut être président, il n'est pas avec Alassane. Mais en ce moment, si je disais ça, personne n'allait m'encourager. J'ai gardé le silence, j'ai gardé mon mal en patience. Et dès que il a voulu, il a pris Abidjan,
c'est grâce à l'ONU ici et la France licorne que Alassane a survécu, il a été présent. Sinon, dans le plan de Guillaume Soro, c'était pour l'éliminer parce que ce jour, il m'a dit, quand les contrôleurs à Abidjan, lui va se charger d'Alassane, il va le faire taire pour de bon. Ça veut dire que ce qu'il développe, il va prendre le pouvoir après donner à bon. Je te jure, nous sommes sur la terre et je prends Dieu à témoin parce que tous c'est nous, au nom de l'air que je respire. Je vais me limiter là, allez-y me comprendre. Et donc, le deal que Blé Goudé a dit est tellement vrai, je suis témoin sur cette terre qu'il y avait un deal entre Gbagbo et Guillaume Soro. Sinon, M. Laye Chérif, vous croyez Blé Goudé, c'est lui qui rassemblait, si c'était pas Blé, le pouvoir de Gbagbo se courlait. Mais si Nadi Bamba met Blé Goudé en genoux devant Guillaume Soro, c'est qu'il y avait un pacte. Le deal qui était entre Guillaume Soro et Nadi Bamba et Gbagbo, ils ont signé un pacte où ils ont bu le sang. Kader, reviens un peu sur 2017. Comment est-ce que tu as déjoué le coup de Soro Guillaume en 2017? Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Qu'est-ce que tu as vu? En 2017, il y a vu que Guillaume Soro allait faire un coup de force contre le président. Parce que le président, ça faisait 7 ans qu'il gouvernait le pays et il allait prendre le pays. Et quand je suis rentré, j'allais chez mon ami, puisqu'on a fait l'exil ensemble au Bénin, Claude Saïd, qui est actuellement chef de cabinet du président, on peut me consulter. Je lui ai dit que voilà la révélation que j'ai et voilà comment on peut déjouer le coup d'État. C'est lui qui m'a amené chez le ministre Ahmed Bakayoko, qui était le ministre de l'Intérieur, à qui j'ai expliqué. Et donc, ils m'ont amené chez le directeur du renseignement. Voilà comment on a travaillé ensemble pour pouvoir déjouer le coup d'État. Parce que Guillaume Soro disait qu'il avait la télécommande. Mais lui, il a oublié que moi, j'étais au courant et point par point en bas, on a déjoué tous ces pièges. Donc, quand les militaires sont sortis, ils disaient qu'ils réclamaient 25 millions. En réalité, c'était fou. C'était un coup de force de Guillaume Soro en bas. Et donc, on a négocié avec eux. Voilà comment on va leur proposer 17 millions et leur donner 12. Et quand ils vont rentrer dans les casernes, leur donner 5 millions. Et voilà, ça a marché. Et j'ai dit que d'aller à Kouaké, il y a les armes dans la maison de Soul to Soul. C'est moi qui ai montré les armes qui étaient cachées là-bas. Et effectivement, on allait voir qu'il y avait les armes, ça a été bloqué. Donc voilà comment en 2017 j'ai déjoué, parce que déjà en 2006, Guillaume Soro m'avait dit que Alassane ne sera jamais président de Côte d'Ivoire, que ce serait lui, et que si lui il contrôle Abidjan, il va se charger du président Alassane. Et je suis qu'il n'a jamais aimé Alassane, et il était l'homme à tout fait de Gbagbo. Ils avaient un deal ensemble. Ça dit quand ils ont pacté. Ça dit qu'on dit mais pacté là, tu bois mon sang, tu bois mais ton sang ne doit pas se trahir. Mais Guillaume Soro allait en tout cas éliminer le président Alassane, mettre Gbagbo en prison parce qu'il allait trahir le deal de Gbagbo et il allait le mettre en prison et prendre le pays. Donc il travaillait que pour lui-même. C'est ce que j'ai dit en 2017 dans mon interview Le Grand Déballage. Donc Guillaume Soro, voilà sa vraie identité. Ce que Charles Blé Goudé a dit est très vrai. Donc voilà ce qu'il peut témoigner. Wow. Vraiment, merci beaucoup, Kader. Merci pour ce beau cette révélation. Parce qu'on nous fait croire que Guillaume Soro s'est battu pour le président est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Déjà, il s'est battu pour lui-même. Il s'est jamais battu pour Donc en 2010, dès que la rébellion a contrôlé Abidjan, c'est l'ONU et la France et Dieu qui ont permis que le président soit là. Sinon, Guillaume avait pour son premier objectif, c'était de l'éliminer physiquement. Voilà. Donc, mais Dieu n'a pas pu. Si il est là, c'est à cause de Dieu. Et donc, en 2017, c'est là il a récidivé pour faire le coup de force. Déjà, à ma sortie de prison en 2006, le jour où il m'a remis les 200 millions, la voiture, l'immeuble à Ouaga et un duplex, j'ai refusé. C'est ce jour où j'ai su qui était Guillaume Soro. Donc, voilà ce que Blé dit est vrai. Et moi, je peux témoigner. Voilà ce que j'ai vécu moi-même, étant un très proche mes collaborateurs du sergent-chef Ibrahim Koulibaly. C'est lui encore. Bon, je vais vous faire une révélation de taille. Quand le ministre Zemmogo m'a reçu, il m'a dit, ce jour, il sortait de prison, il m'a dit, il allait me remettre 7 millions pour m'installer. Il est là, vous pouvez vérifier, il est vivant. Et ce jour, il m'a dit d'intégrer son parti, l'ANC. Je lui ai dit, monsieur le président, tu seras le futur président de l'Assemblée nationale. Mais si tu crées ce parti, tu ne seras jamais président de l'Assemblée, tu vas sortir dans le RDR par la fenêtre, tu vas revenir par la fenêtre.
Il s'est fâché, il m'a pas remis l'argent. Ce jour, j'ai marché de la Riviera de chez lui, il levait la route de Sol Béni jusqu'à sur la route de Benjéville avant de pouvoir prendre un bac à venir à Yamelaki. Mais quand Zemmour m'a reçu en 2011-2012, quand Alassane était président, pardon, en 2013, et j'ai mis le problème sur la table. J'ai dit, mais monsieur Zemmour Fofana, le ministre Zemmour, le jour où vous me recevez, vous avez refusé de me soutenir parce que j'ai refusé d'intégrer votre parti. Il m'a dit vraiment que le jour où moi je lui parlais, il ne pouvait pas me comprendre, puisque c'est Guillaume Soro qui m'excuse aujourd'hui s'il met ça sur la place publique. C'était, on dit, Zemmour avait dit avec Gbagbo, Zemmour a eu de l'argent avec Gbagbo. C'est faux. Voilà qui a détruit Zemmour Fofana. C'est Guillaume Soro qui a remis 500 millions à Zemmour Fofana, qui a créé le parti pour dire que lui va le rejoindre plus tard. Ils vont déstabiliser le président Alassane. Hein? Il a promis 7 milliards à Zemmour Fofana. Le même Guillaume Soro. Le même, mais Zemmour Fofana vit. Vous pouvez lui poser la question aux yeux et autour. Si Zemmour ne peut pas le nier sur la terre, là, je jure sur la terre. Donc c'est Zemmour Fofana, c'est Soro qui lui a remis de l'argent pour créer son parti. Moi, je dis que si Gbagbo a donné quelque chose à Zemmour, peut-être c'est pour l'encourager, puisque tous, tu sais, l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Peut-être si Gbagbo a fait ça, c'est après, mais je vous dis qui a détruit Zemmour Fofana. Mais ce jour, j'ai dit à Zemmour, Soro va te détruire. C'était de la même manière que Soro a détruit Ibrahim Koulibaly, le sergent-chef. C'est Soro qui a formé un collège de 8 marabouts qui sont venus flatter Ibé et les présidentielles pour plus voir combattre pour Ado. Et le même Soro a couru pour venir à Korobo, puisqu'il ne pouvait pas rentrer à Abidjan, pour venir voir Amadou Bon, pour dire, attention, Ibé, il ne veut plus combattre pour Alassane, il veut combattre pour lui-même, il veut être le président. Écartez-le du mouvement, et dès que moi je prends la tête, vous aurez un regard dans la rébellion. Voilà comment Ibrahim va être, Amadou Bon va dire à Alassane, Alassane va voir Blaise Compaoré, et ils vont écarter maintenant Ibrahim Fofana pour que Guillaume se reprend. Sinon Alassane n'a pas créé ce mouvement, c'est pas Alassane. Et Alaye, Philippe Mango a dit, même Gbagbo a financé Zakaria par accident, à 500 millions, tout ça là c'est vrai. Nous, on a monté notre mouvement, Ibrahim et moi, on s'est débrouillé pour monter les Blaise qui nous a aidés. Le président Alassane n'est pour rien. Les Ivoiriens qui pensent qu'il était l'auteur de la rébellion, voilà, ils ont eu la véritable chose par Blé Goudé hier. Donc, quand on a monté le mouvement, Alassane n'a pas monté, il est blanc comme neige. Et c'est après que maintenant, quand Soro a récupéré, il est venu vendre ça à Gbagbo. Gbagbo le finançait par Tagro. Et c'est pourquoi ils ont ridiculisé. Sinon, si Blé Goudé qui était tout fait tout flamme auprès de Gbagbo, si on réussit à le mettre en genou, là, c'est que le deal de Soro et Gbagbo était plus. Parce que c'est Soro, je vous rappelle, qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo lors des élections pour le succéder à la FECI. Donc, Soro était l'enfant de Gbagbo. Blé Goudé venait après Soro. C'est pourquoi Nadia a mis Blé Goudé pour dire, toi, tu es qui? C'est Soro qui t'a présenté à Gbagbo. C'est Soro qui est le fils de Gbagbo. Mets-toi en genou pour lui demander pardon et il s'est exécuté. Ceux qui disent sur les panels, lui, pourquoi Blé s'est mis en genou? Blé, c'est faux, Blé n'était pas puissant. Gbagbo est le président du pays, l'armée républicaine. Soro a eu une rébellion. Et toi, tu attaques Soro de désarmer. On te convoque. Si tu fais pas ça, on t'arrête sur place, monsieur Ladi Chérif. Donc voilà pourquoi Blé s'est mis en genou. Donc c'est pour dire que Soro a fait, il a récupéré notre deal, il a vendu la rébellion à autre chose, on le finançait, et voilà le deal qui était entre eux. Et j'ai bien dit, il n'a jamais voté pour Gbagbo. Et je pardon pour Alassane. Il a voté avec toute sa bande pour Gbagbo. Et ils m'ont dit, dans le bureau d'Alain Le Boyo, que c'est Gbagbo qui sera président. Je leur ai dit, c'est Alassane. Donc quand ils ont vu Alassane va gagner par les tendances, ils ont viré à 180 en l'air pour rejoindre Alassane. Sinon, en réalité, ils pensaient que c'est Gbagbo. Mais ils ont vu que cet art, ils ne peuvent pas renverser. En tout cas, Alassane, puisque même pour dégager Gbagbo, ils n'ont pas pu. C'est les forces onisiennes et françaises qui nous ont aidés à détruire les chars de Gbagbo. Donc, en bref, Soro, voilà qui il est. On dit le temps, c'est un autre nom de Dieu. Il n'a jamais combattu pour Alassane ni pour le peuple du Nord. Alassane n'a pas créé la rébellion. Ceux qui sont les sceptiques, ceux qui veulent le salir et qui disent qu'il a créé la rébellion, Alassane n'a jamais créé la rébellion. Et voilà l'histoire de la rébellion. Voilà les deals. Quand Soro nous a écartés, Ibrahim Koulibaly et moi, voilà les deals qu'il était venu ici avec Gbagbo. Donc Dieu l'a dévoilé aux yeux du monde entier aujourd'hui. Ouais.
Je suis un sachant. Merci beaucoup, Kader. Merci beaucoup. Ouais, qui veut faire une motion là? Il y a Che Guevara qui veut faire une motion. Che? Moi, je veux faire une motion. Grand frère Kader, bonsoir. Merci pour cette révélation, que Dieu nous donne longue vie et la santé. Moi, j'ai une question que les gens ils reprennent toujours sur les panels, sur les réseaux sociaux, que le pouvoir d'alors avait accusé Soul to Soul, et Soul to Soul avait caché des armes chez lui et que c'était faux. C'est parce qu'il voulait la peau de Soro, qui était en train d'arrêter tous les proches de Soro, et qu'ils avaient découvert sur des armes à Bassam ou à Assini, où ils avaient caché, où ils allaient frapper à Abidjan. Est-ce que cette révélation-là, l'arrestation de Soul to Soul par rapport aux armes qui ont été vues chez lui à Boaké dans son sous-sol, est-ce que c'est une réalité? Oui, je peux... Oui, je vais te dire, cette nuit, les gens, peu d'hommes parlent, mais ils ne croient pas. C'est quand ils ont un problème qu'ils croient en Dieu. Sinon, quand quelqu'un est là, il parle le nom de Dieu comme ça, mais moi je vous jure sur Dieu. Si je vous ai menti, en tout cas, dès que Dieu m'ôte la vie, et si je meurs, que Dieu m'amène en enfer. C'est moi qui ai révélé au directeur général de la police. J'ai dit, je connais où sont les armes que Soro veut utiliser pour faire le coup d'état le mercredi nu, c'est dans la maison de Soul to Soul. Allez-y, encerclez la maison, bloquez, vous allez voir les armes. Voilà comment les armes ont été prises. Le DG du renseignement, il vit, et monsieur, le chef de cabinet du président, qui s'appelle Claude Saïd, vit. C'est lui qui m'a amené chez Ahmed Bakayoko, c'est moi qui ai déjoué le coup d'état. Et c'est moi qui ai désigné la villa parce que ça m'a été dit par des militaires à Boaké que les armes sont dans la villa. C'est pas un montage, je jure sur le Coran, je jure sur Dieu. Donc voilà une révélation de taille que je vais vous faire cette nuit. Wow. Merci beaucoup, grand frère. Que Dieu te bénisse d'avoir sauvé notre papa. Que Dieu donne longue vie à tes enfants. Que Dieu fasse que lorsque toi tu n'as pas eu à mettre, que tes enfants retrouvent, même après ton départ, ils ne restent jamais dans la souffrance. Parce que tu as épargné la Côte d'Ivoire vraiment d'une sortie de route très dangereuse et qui allait rester très longtemps. Vraiment merci, parce que ta vidéo sur YouTube, moi je l'ai vue, je l'ai téléchargée, elle est sur une carte mémoire. Souvent je suis assis là et puis j'écoute. Vraiment que Dieu te donne longue vie. Et je souhaite que un jour que Dieu le fasse, moi et toi on se voit, je vais prendre une photo pour un souvenir, pour montrer ça à mes enfants. D'accord. Mais tu as bien ou bien tu as... Oui, il y a une autre motion, Kader, avant le commandant invisible. Oui, vas-y pour ta motion. Oui, merci beaucoup, Ladji. Merci, le grand frère Kader. Mais moi, je voulais poser une question. Et à Séguéla, le commandant, le premier qui était à Séguéla, le commandant de Séguéla, si vous vous rappelez de lui. Le commandant de Séguéla? Le premier commandant de Séguéla, avant... Oui. Il faut poser la question sur le thème de Soro. C'est de ça qu'on veut parler. On ne parle pas de commandant, voilà, tout ça là. Si tu me dis son nom, parce que quand on a pris ce gars-là, je crois que c'est Zakar. Pose la question sur la thématique. Et vraiment, moi je suis vraiment d'accord sur ça, mais les assassinats de Guillaume les Djali de Guillaume Soro, ça a commencé sur le premier commandant de Séguéla qui s'appelait Dosso Enza, si vous le connaissez. Dosso Enza, oui, je connaissais Dosso Enza. Bon, moi j'ai cru que ça a commencé sur Moussa de Barbu de Ferké. Je crois que lui, il a été déjà avant, mais Dosso Enza. Ouais, c'est Moussa Barbu qui l'a confisqué le corps là. Voilà. Parce que quand Guillaume Soro a déjà Moussa Barbu et Tikenja, ils ont intervenu pour qu'il puisse donner le corps, il n'a pas donné. Il y a lui et Kone Morel. Voilà, oui. Voilà. Donc maintenant, effectivement, aussi le premier chef de Séguéla, voilà, c'est comme ça, ils ont, en tout cas, ils ont dit